Bonsoir à tous et bienvenue dans nos conférences Repères et Perspectives sur le thème du temps. Le temps est un grand maître, dit-on. Le malheur est qu'il a tué tous ses élèves. Ainsi parle Hector Berlioz. Je transformais chaque minute en un siècle de vie. Je n'en perdrai pas une et je tiendrai le compte de toutes ces minutes pour n'en gaspiller aucune, dit Fedor Dostoïevski. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain s'inquiète de lui-même, à chaque jour suffit sa peine, dit l'Évangile selon saint Matthieu. 3 citations qui donnent au temps des sens différents, mais au bout du compte, ne faut-il pas articuler cette question autour de 3 principes. Premier principe, le principe du courage. Notre volonté n'est peut-être pas sans pouvoir sur notre temps ressenti. Un principe d'humilité. Faut-il cultiver l'ignorance consciente, qui est la sensation du temps? Ou un principe de générosité. Faut-il donner du temps pour en avoir plus? Pour ne pas perdre de temps, je tiens à remercier Diane Taïeb, Étienne Klein et Grégoire Cata et notre journaliste Jérôme Chapuis qui vont nous aider à nous réapproprier cette question fondamentale du temps qui passe. Merci à vous, Père Marc, et bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ici ce soir. Nous avons bien conscience que le thème de cette soirée, comment se réapproprier le temps, repose d'une certaine manière sur une illusion. Ce titre correspond pourtant à une aspiration et aussi à une angoisse. L'angoisse face au temps qui passe, qui est une constante qui semble inscrite dans notre nature humaine, mais la question évidemment se pose spécifiquement à chaque époque. Et pour nous, habitants de Boulogne ou des villes alentours, dans une grande métropole du XXIe siècle, eh bien, elle se pose dans un contexte particulier. Et c'est de cela que nous allons parler donc maintenant avec nos invités que je vous présente sans plus tarder. Bonsoir Étienne Klein. Vous êtes physicien et philosophe, grand vulgarisateur. Vous avez travaillé, entre autres, sur la question du temps dans votre discipline, la physique. Je peux citer 2 de vos ouvrages, parmi beaucoup. Hein. Le facteur temps ne sonne jamais 2 fois. Peut-être nous expliquerez-vous le sens de ce titre. Et puis les tactiques de Chronos, dans lequel vous écriviez que le temps est une chose introuvable dont l'existence ne fait aucun doute. Là aussi, ça demandera sans doute quelques explications. Bonsoir Diane Taïeb. Vous êtes là parce que cette question se pose spécifiquement dans le monde du travail. Vous accompagnez, vous, quotidiennement des entrepreneurs, des salariés aussi, des grands groupes dans leurs projets. Et vous en avez tiré évidemment une réflexion sur le rapport au temps dans cet univers de l'entreprise, un univers très concurrentiel. Et on va entendre votre témoignage dans un instant. Bonsoir à vous, Grégoire Cata. Bonsoir. Vous êtes jésuite, théologien, vous dirigez le service famille et société à la Conférence des évêques de France, et vous aussi, vous avez une expérience, je crois, d'accompagnement, de cadre en entreprise. Je pense que vos regards croisés vont nous apprendre beaucoup. Je vais commencer par vous, Diane Taïeb, parce qu'il n'y a rien de tel que des exemples pour s'attaquer à une question complexe, à une vaste question. Vous avez donc régulièrement face à vous des personnes débordées. Tout à fait. Donc moi, en gros, en quelques mots, j'ai créé ce qu'on appelle un accélérateur de start-up il y a quelques années. Donc qu'est-ce qu'un accélérateur de start-up? Le terme est assez rigolo. C'est un programme pour aider des entrepreneurs à aller plus vite. Aller plus vite pour faire quoi? Pour grossir plus vite, pour créer un produit, pour trouver des clients, pour faire grandir une équipe. Donc j'ai accompagné 150-200 entrepreneurs, souvent assez jeunes en fait, à la sortie de leurs études, dans un lieu d'innovation. Et le constat que j'ai fait de ces années à leur côté, c'est que en fait, c'est une course après la montre qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'on va commencer à monter un projet. Alors c'est génial l'entrepreneuriat parce que ça part d'un super élan de créativité, etc. Mais très vite, on se fait rattraper par le besoin de faire ses preuves, le besoin d'aller plus vite. Donc on va lever des fonds et la levée de fonds va demander d'accélérer, etc., etc. Et puis moi, j'ai vu des situations assez aberrantes d'entrepreneurs qui montaient un projet pour évaluer la qualité des travails en entreprise et finissaient en burn-out.
Et ça, c'était assez fréquent. Et puis du coup, ça m'a amené à plein de considérations sur comment est-ce qu'au contraire, pour s'inscrire dans un autre rapport à nos projets, à l'action, comment est-ce qu'on réapprend à prendre du recul, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais à justement se mettre dans un autre rapport au temps, qui n'est pas un rapport de l'action, l'accumulation, mais qui est un rapport de s'ancrer dans le présent, apprendre à faire confiance, etc. Et après, tout ça, je pense que c'est vraiment très lié au digital. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais c'est clairement lié à ce petit outil qui change notre rapport à l'information aussi et à l'instantanéité. Alors, je le disais, Grégoire Catta, vous avez vous aussi une expérience d'accompagnement et sans doute aussi avez-vous été confronté à ce type de situation de personnes qui sont débordées et qui se trouvent finalement dans un rapport au temps faussé. Oui, c'est sûr que comme accompagnateur spirituel, c'est des situations qu'on rencontre qui finalement nous renvoient immédiatement à nous-mêmes. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut être jésuite, avoir fait les exercices spirituels, une grande retraite en silence pendant 1 mois, voilà. Mais quand on est pris dans notre mission, on fonctionne finalement de manière pas si différente que les gens avec qui on a étudié. Moi, j'ai fait des études d'ingénieur et je me rends compte, voilà, mes amis qui étaient avec moi en école d'ingénieur, qui sont pris dans ce flux de la vie et d'accélération de la vie professionnelle, de la vie familiale, de la vie sociale. Et je peux leur donner des bons conseils en écoutant et en accompagnant, puis finalement me retrouver dans la même situation que moi aussi j'ai le smartphone. Et voilà. Et donc c'est pour dire que c'est pas une situation de surplomb. C'est sûr que ce rapport au temps forcément interroge, et certainement pour nous qui sommes chrétiens avec la foi, on ne peut pas s'empêcher de se rappeler qu'au cœur de notre foi, c'est quand même la foi en un Dieu qui est entré dans le cours du temps, quoi. Qui est entré dans le temps. Donc d'une certaine manière, quand on entend l'expression se réapproprier le temps, peut-être qu'il ne faut pas le prendre de manière trop instrumentale, mais il y a quelque chose, simplement entrer dans le temps, être dans le temps, il y a quelque chose de profondément humain et certainement un appel. Alors, si on a des difficultés et s'il y a un grand défi aujourd'hui dans le rapport au temps, certainement que nous, dans notre foi chrétienne, on doit avoir des ressources à aller puiser pour se réapproprier, en tout cas réapprivoiser le temps. Mais moi, ce qui m'intéresse, et peut-être on aura l'occasion de le développer un peu plus, c'est aussi d'aller puiser dans notre tradition et dans la réflexion de l'Église, dans ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, parce que c'est un peu, comme théologien, c'est mon domaine, quoi. Et me rendre compte qu'il y a des éléments intéressants pour réfléchir, notamment quand on relit le pape François dans Laudato Si, il parlait de la rapidation. Il y a quelque chose dans le rapport au temps, je pense, qui est important, et peut-être aussi les philosophes ou des sociologues peuvent nous aider à comprendre ça, et on pourra en reparler aussi avec Hartmut Rosa, c'est que la question du temps, ce n'est pas simplement une question personnelle, la manière dont je réussis ou pas à m'adapter à ce monde qui s'accélère, quoi. Il y a quelque chose dans l'accélération qui est beaucoup plus systémique et peut-être lié à l'époque dans laquelle on vit, à cette modernité ou post-modernité dans laquelle on est, et que du coup, la résistance à l'accélération ou trouver des moyens de résister à l'accélération, c'est pas simplement pour survivre personnellement, mais il y a un enjeu, je dirais, de la survie de la planète ou de la survie de la vie dans la planète, quoi. Si le pape François en parle au début de Laudato Si, c'est pas pour rien, quoi. C'est pas pour rien. Il y a donc un rapport, on aura sans doute l'occasion d'en parler, donc une forme d'écologie intérieure peut-être à cultiver par rapport à cette question du temps. Étienne Klein, le mot accélération a été prononcé par vos deux voisins. On a coutume de dire de nos jours que le temps s'accélère. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique, selon vous, à la manière dont cette question du rapport au temps qui passe, la manière dont elle se pose à nos contemporains par rapport à d'autres époques ? Bonsoir à tout le monde. En fait, moi, je vais parler avec beaucoup d'humilité parce que je perçois bien les questions de rapport au temps, de débordement des activités, notamment dans les entreprises. Mais en tant que physicien, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que les équations de la physique
qu'elles viennent de la relativité ou de la mécanique quantique, nous disent des choses sur le temps que le langage ne dit pas. Et donc, la question, c'est de savoir de quoi on parle. Quand on parle du temps, on parle de quoi? Par exemple, je parle devant un théologien, il y a un très beau texte sur le temps de Saint-Augustin, dans les Confessions. Il fait une vingtaine de pages, il a été écrit il y a 16 siècles. C'est un texte magnifique, dans lequel, par exemple, Saint-Augustin se demande comment est-ce que je peux sentir que le temps passe, alors même que je suis dans le présent. Je vois un passage, et pour sentir un passage, il faut que je sois extérieur au flux, et pourtant je suis dans le flux. Des questions de topologie intéressantes. Mais le point sur lequel je voulais insister, c'est le fait que si vous lisez Saint-Augustin aujourd'hui, vous comprenez tout ce qu'il dit. Alors ça peut réclamer un peu d'interprétation, mais enfin, ce que vous constatez, c'est qu'en 2019, nous parlons du temps comme Saint-Augustin. Exactement de la même façon, c'est les mêmes formules, etc. Autrement dit, notre façon de dire le temps n'a pas été impactée d'aucune façon par les connaissances que nous avons acquises sur le temps. Je parle des physiciens, Galilée, Newton, Einstein, Boltzmann, Dirac, ont tous changé notre façon de comprendre le temps et son lien à l'espace, à la matière, etc. Mais ces découvertes, qui sont fondamentales, n'ont eu aucun impact sur nos façons de dire le temps. De sorte que nous répétons les mêmes formules sans jamais nous demander si elles sont vraies. Par exemple, on dit que le temps passe, je veux bien, mais à force de passer, il devrait quand même ne plus en rester beaucoup. Or, un physicien vous dira, la seule chose dans l'univers qui ne passe pas, c'est le temps. Au sens où le temps ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps. D'accord ? Etc. Et donc, vous m'interrogez sur l'accélération. Évidemment, il n'y a pas d'accélération du temps, puisque une accélération suppose une vitesse. Une vitesse, c'est une dérivée par rapport au temps. Donc le temps n'a pas de vitesse. Ou alors, quand vous voulez lui attribuer une vitesse, vous direz le temps est ce truc qui avance de 24 heures toutes les 24 heures. Vous serez bien avancé. Autrement dit, ce n'est pas parce que nous confondons le rythme de nos activités et notre emploi du temps avec le temps même que ça affecte d'aucune manière le temps. Donc, ce qui est problématique, d'après ce que je comprends, c'est notre rapport à la durée, notre rapport au présent et notre rapport aux informations. Et nous sommes beaucoup moins victimes d'une accélération du temps qui n'existe pas que d'une dispersion de nos activités et par le fait que grâce à la technologie, nous sommes soumis à une superposition de présents multiples. C'est plutôt ça qui nous stresse. C'est le fait qu'on est tous désynchronisés les uns par rapport aux autres, jamais dans le même moment en fait, tout simplement parce que nous sommes victimes d'une, en termes de physique, on pourrait appeler ça une entropie chronodispersive. D'accord ? Non, dire c'est le chahut, quoi. Chacun individualise son rapport au temps et on a du mal à synchroniser, non pas à cause d'effets de relativité, mais parce que chacun peut autonomiser par rapport aux autres le rapport qu'il a avec le temps. Et le fait que nous soyons soumis à des injonctions multiples et simultanées, ça peut être très agréable. Il y a une sorte de griserie existentielle au fait d'être débordé. Et il y a d'autres moments où c'est trop et on explose. Mais je pense que la vitesse, c'est quelque chose qui nous est très précieux. Et le slogan de la SNCF au moment où le TGV a été lancé était magnifique. C'était « Prenez le temps d'aller vite ». Et ça marche. Regardez les visages des gens dans les TGV. Ils sont beaucoup plus sereins que dans le métro ou que dans les bus. C'est-à-dire que plus on sait qu'on va vite, plus on profite du temps, puisqu'on n'a pas la culpabilité d'être en retard ou d'avoir un mouvement lent. Et cette idée qu'on serait, je termine là-dessus, cette idée qu'on serait tous des cybergédéons et des turbobécassines à s'agiter dans tous les sens provient d'une image fausse de la réalité. La vraie réalité, c'est que beaucoup de gens s'ennuient à mourir. Dans les prisons, dans les maisons de retraite, même dans la rue, les gens marchent très lentement. Très lentement. Ça va très lentement. On n'a jamais eu autant de durée de vie qu'aujourd'hui. On a 40 ans de plus que nos ancêtres. Mais nos ancêtres, au début du XXe siècle, ne disaient pas « je n'ai pas le temps ». Autrement dit, et d'ailleurs c'était montré par un sondage intéressant qui a été fait en Belgique, mais je pense que le même résultat aurait été obtenu en France,
70% des gens admettent que quand ils disent qu'ils n'ont pas le temps, ils mentent. D'ailleurs, c'est une phrase qu'on ne trouve pas très peu dans les romans du XIXe siècle. Je n'ai pas le temps, vous trouvez très peu la formule. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire alors? Nous, on l'a dit alors qu'on a plus de temps qu'eux. Et tout simplement, c'est que nous, on a le choix de nos activités. Et donc, quand je dis à quelqu'un « je n'ai pas le temps », d'abord, c'est une formule bizarre, parce qu'elle suppose que de temps en temps, on a le temps, d'autres fois, on ne l'a pas, c'est-à-dire que la possession qu'on en a est intermittente. D'autre part, pourquoi est-ce que je n'ai pas le temps? Parce que la disponibilité qu'il me faudrait avoir pour faire ce qu'on me demande, je ne l'ai pas parce qu'il y a du temps qui passe. Autrement dit, c'est précisément parce qu'il y a du temps que je n'ai pas le temps. Bon, mais le mot... Et donc, quand vous dites « je n'ai pas le temps », vous dites simplement « la chose que tu me demandes, je n'ai pas le temps de la faire parce que j'ai tout à fait le temps de faire autre chose que ce que tu me demandes. » Donc, on affirme un choix, on affirme sa liberté. Et là, on a un exemple, comme on pourrait en citer 1000 autres, où le mot « temps » dans cette phrase n'a absolument rien à voir avec le temps. On pourrait le remplacer par un autre mot qui dirait mieux ce qu'on veut dire, qui est le mot « liberté ». Je n'ai pas la liberté. Voilà. En fait, j'ai la liberté de faire autre chose. Et donc, je pense que si on veut bien parler de ces questions, il y a quand même des problèmes d'ajustement de vocabulaire et de comprendre que notre rapport au temps ne concerne pas le temps lui-même, et que nous ne devons pas confondre le temps avec les phénomènes temporels. Le temps ne ressemble pas à ce qui se passe dans le temps, et donc ce n'est pas la peine de lui donner des adjectifs, de dire qu'il y a un temps géologique, psychologique, un temps libre, etc. Non, il y a un temps unique dans un référentiel donné, au sein duquel se déploient toutes sortes de temporalités différentes. Il y a des paradoxes dans ce que vous venez de dire. Il y a aussi la notion de pouvoir qui a été évoquée en introduction. Il y a une volonté de prendre le temps. Il y a aussi ce que vous avez dit, de prendre la durée. Alors voilà, on va se mettre d'accord sur les mots, mais effectivement, le vocabulaire courant, l'expression courante, prendre le temps, prendre la durée. Et vous avez parlé de cette griserie existentielle qu'il y a dans le fait d'être débordé. Et je voudrais là-dessus peut-être vous entendre, Grégoire Catta, parce que vous avez participé à un numéro de projet dont on parlera tout à l'heure. Je suis débordé, donc je suis. C'était le titre. De manière paradoxale, c'est pour rebondir sur ce que vous disiez, avec lequel je consonne bien, sur ce paradoxe de notre manière de nous rapporter au temps. Dans son livre très intéressant sur la théorie sociale de l'accélération, Hartmut Rosa commence son livre en racontant cette histoire que vous connaissez peut-être. Un homme est face à la mer, un homme tranquille comme ça, à pêcher avec une vieille canne à pêche pas très bonne. Et il pêche quelques poissons le matin, puis après il va les vendre et ça lui suffit pour vivre. Et donc il est en train de pêcher, puis il y a un entrepreneur dynamique qui vient et qui lui dit mais quand même, si vous aviez pêché, peut-être vous pourriez aller un tout petit peu plus loin, là vous prendriez plus de poissons. Et puis le pêcheur dit mais pourquoi? Après vous prenez plus de poissons, vous pourriez en vendre un peu plus, vous pourriez vous acheter une canne à pêche un peu plus moderne qui vous permettrait de prendre davantage de poissons. Il dit d'accord, mais après qu'est-ce que je vais faire? Après vous en achèterez une deuxième et puis vous pourrez payer un employé pour pêcher avec vous, puis vous allez gagner, voilà. Puis après vous achèterez un bateau, et puis après vous constituerez une entreprise et puis vous gagnerez davantage et puis voilà, vous aurez plus d'argent. Il dit d'accord, et pourquoi? Après, vous aurez tout l'argent que vous voulez, et du coup, vous pourrez décider ce que vous voulez. D'accord? Et alors, qu'est-ce que je ferai? Comme ça, vous pourrez venir vous asseoir devant la mer et puis la regarder. Et voilà, il commence son livre comme ça, et je crois que ça pointe bien ce paradoxe que, de fait, avec entre guillemets, le progrès technique, toutes les améliorations, on a tout ce qu'il faut pour finalement avoir plus de possibilités de choisir notre temps, avoir plus de temps libre, et finalement il nous en manque toujours, quoi, parce que on a plus de choses à faire, quoi. Quand on pense qu'effectivement pour aller d'un point à un autre, on a besoin de 3 fois, 10 fois, 15 fois, 100 fois moins de temps qu'il y a 100 ans, normalement ça devrait nous donner plus de temps pour faire d'autres choses. Quand on voit que l'espérance de vie a allongé, c'est pareil, et pourtant il nous s'en semble toujours manquer. Et donc
Helmut Rosa part de ça, et pour pointer une deuxième chose qui, moi, me paraît importante, c'est pour ça que je pense qu'il faut quand même réfléchir sur la notion d'accélération, qui est de fait pas une accélération du temps, mais une accélération des transformations, quoi. Et Rosa pointe bien dans sa théorie de l'accélération qu'il y a 3 accélérations qui sont complètement liées. C'est l'accélération de l'innovation technique. L'accélération technique, c'est vrai que voilà, on passe. Moi, je suis né à une époque où on écoutait des disques vinyles, des 45 tours, et puis on est passé au CD-ROM, et on est passé aux cassettes pour les Walkman, puis les CD-ROM, puis ça y est, maintenant ça a déjà disparu, et on passe. Voilà. À chaque fois, le temps est plus court, quoi, dans le temps nécessaire pour une nouvelle innovation technique est plus court. Donc il y a l'accélération de ce côté-là. Il y a une accélération des transformations sociales aussi, qui va de plus en plus vite. Rosa donne cet exemple. Quand la radio est apparue, il a fallu 38 ans pour atteindre 50 millions d'utilisateurs. Quand la télévision est apparue, il en a fallu seulement 13 ans. Et quand les connexions Internet sont apparus, il a fallu simplement 4 ans pour arriver à 50 millions. Donc il y a une accélération de ce côté-là. Puis, troisième accélération, c'est celle dont on parle le plus, mais il ne faut pas oublier les 2 autres avant, c'est l'accélération du rythme de vie, de ce point de vue-là. Et ce qui est intéressant d'avoir la pensée du sociologue et philosophe là-dessus, c'est de pointer, ces 3 accélérations, elles font spirale, quoi. Elles sont ensemble. Et donc, on ne résoudra pas les questions qu'on a par rapport à notre rapport au temps simplement en développant ce dont on a besoin, des meilleures manières de s'adapter à l'accélération, des manières de prendre plus de repos, voilà, si on ne prend pas en compte qu'il y a aussi un problème d'accélération plus général, quoi, dans la société et dans les mécanismes économiques, politiques, etc. Et donc, du coup, après, il faut se poser la question, comment on résiste à cela? La solution que propose... dans son livre suivant, Rosa, qui, moi, me paraît très, très stimulante, il ne s'agit pas simplement de décélérer, il y a quand même des choses où on a besoin d'aller plus vite. Si on est malade et si on fait un AVC, on est content que les pompiers ne mettent pas 2 heures pour arriver, mais simplement 10 minutes. Il y a quand même des choses où on a besoin. La question n'est pas tant de décélérer systématiquement, quoi, d'être dans le slow, mais par contre, il faut retrouver une certaine forme de relation au monde qui soit ce qui nous fait vivre, quoi. Et le type de relation au monde... Alors, Rosa utilise le terme de résonance, quoi, c'est de se dire, oui, il y a des moments où dans les relations avec les autres, dans les relations avec l'univers matériel, les relations aussi avec quelque chose de plus transcendant, il y a quelque chose qui entre en résonance dans le sens qu'il y a des réponses, quoi. Il y a du dialogue, il y a du dire et du répondre, il y a de l'interaction, quoi. Puis d'autres moments où on est comme des murs, il n'y a rien qui se passe, quoi. Et peut-être que la vie bonne, elle est du côté de développer ces lieux où on peut être en résonance. Et la résonance, ça peut être un beau concert, quoi. Mais quelquefois aussi, on va à une salle de concert, on avait prévu depuis 6 mois d'y aller, on a mis tout notre argent, une grosse partie de notre argent dessus, tout, et il ne se passe rien. On ne va pas le reconnaître quand on sort, parce qu'on a mis tellement d'argent dedans qu'il va falloir dire le concert était génial, mais en fait, c'était pas là. Et puis, inversement, le travail, ça peut être complètement abrutissant, puis pourtant, même le travail abrutissant, un jour, il y a quelque chose qui se passe. On est aussi de l'ordre de l'insaisissable. Mais mine de rien, il pointe, la question, encore une fois, de l'accélération, de résister à l'accélération, c'est retrouver ou c'est rechercher une forme de relation au monde, à ce qui nous est extérieur, qui soit du côté de la résonance. Voilà. Puis je pourrais dire après pourquoi ça résonne aussi, peut-être, moi je l'entends, avec certains défis posés par ma foi, quoi. Voilà, ma foi chrétienne. On va avoir l'occasion d'en reparler. Avant cela, je voudrais vous entendre, Diane Tayeb, sur la rupture technologique qu'on évoque depuis tout à l'heure, l'accélération des innovations, et puis cet impératif qui est que, voilà, dans le monde économique aujourd'hui, il faut aller vite. Ça a des conséquences très concrètes sur la santé psychique de beaucoup de travailleurs. Vous pouvez nous peut-être témoigner de ça? Alors, peut-être commencer par plusieurs chiffres qui sont hyper intéressants. Le nombre d'interactions qu'on a en moyenne avec un smartphone. Interaction physique, ça veut dire quoi? Le nombre de fois où je touche mon smartphone par jour, 2500 fois. 2500 fois qui sont réparties en 76 sessions. Donc ça veut dire que 76 fois dans ma journée, je vais prendre mon téléphone et je vais rester en moyenne 3-4 minutes, on va dire, et ce qui fait qu'à la fin de la journée, j'ai passé 162 minutes en moyenne sur mon téléphone. Je ne m'en suis pas rendu compte, parce que c'est des petites sessions de 2-3 minutes par-ci, par-là. Mais
Au final, si on le met à l'échelle d'une semaine, c'est presque 1 jour par semaine que j'ai utilisé, peut-être pas forcément à bon escient, pas toujours en tout cas, sur mon téléphone. Moi, aujourd'hui, j'interviens beaucoup en entreprise sur les sujets d'addiction digitale. Parce qu'en fait, on est submergé. Avant, dans un bureau, on était concentré sur les relations avec les personnes avec qui on travaillait, sur des dossiers, des projets. Sauf que là, maintenant, ce qui est génial avec nos outils technologiques, c'est que tout est centralisé sur un ordinateur et un smartphone, mais que du coup, on a une sollicitation multiple qu'il est très, très, très difficile de gérer en ayant du recul sur ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas. Et souvent, c'est intéressant la question de l'urgence, en fait. Souvent, on se pollue avec des fausses urgences et on confond l'urgent et l'important. Moi, je le vois beaucoup, mais je dis dans les entreprises, mais clairement, je me mets complètement dans le lot. C'est-à-dire que, ben voilà, comme il y a ces multi-plateformes, donc je suis en train de préparer un dossier important sur mon ordinateur. Et puis, l'esprit humain est ainsi fait que si à un moment, je vais arriver à un moment un peu compliqué, ça va être plus facile pour moi d'aller dans une distraction. Donc, sans même m'en rendre compte, je vais me rendre compte que ma main est partie et que j'ai ouvert un onglet Facebook ou autre, parce que c'était un petit peu plus agréable. Et puis, ou alors je vais chercher une information, et puis j'en cherche une autre et je me perds. Entre-temps, je reçois un message d'un collègue qui me pose une question, donc je me dis, je vais lui répondre, sinon je vais oublier, etc., etc. Et en fait, il y a une charge mentale qui fait que cette peur d'oublier et ce besoin d'être réactif en permanence m'empêche d'être concentré sur des sujets de fond. Et ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui émerge beaucoup, tout ça c'est des termes un peu nouveaux, mais le multitasking, on a tendance à croire que c'est une bonne chose de faire plusieurs choses à la fois, sauf qu'en réalité, ça n'est pas possible. Moi, j'ai suivi un cours de méditation, médecine et neurosciences. Donc la méditation est devenue un de mes sujets phares. Aujourd'hui, j'interviens en entreprise justement pour apprendre à se reconnecter à son corps et à avoir un rapport plus apaisé à son rythme et au temps. Et donc des chercheurs en neurosciences sont intervenus pour expliquer comment fonctionnait l'attention. Et j'ai oublié mon point. Mais ce que je retiens, c'est que par rapport à ce que disait Grégoire Catta, il y a un lien entre ces technologies qui nous dispersent et l'accès à notre intériorité. Enfin, c'est ce que... plus je vais mettre mon énergie sur des temps courts de réactivité, et moins je vais avoir des temps d'ennui. En réalité, en vous écoutant, je pense que le temps qu'on a libéré sur plein de choses avec l'accélération des transports, etc., en fait, pourquoi on continue à remplir nos emplois du temps ? Parce que foncièrement, il y a une peur de l'ennui qui vient nous titiller dans le ventre, et c'est très dur d'apprendre à rester calme, centré, parce que ça nous ramène à une angoisse du vide, à une angoisse de la mort, je ne sais pas. Mais en réalité, je pense que c'est un vrai apprentissage de réapprendre à contempler, à s'ennuyer, quoi. À s'ennuyer. Et à apprivoiser l'ennui, à apprivoiser le fait de ne pas remplir son temps par des choses à faire et à être dans l'être. Étienne Klein, je voudrais que vous entendiez sur un point qui a été abordé par Grégoire Catta tout à l'heure, qui parlait de l'accélération de l'innovation technique. Parce que derrière le sentiment qu'on peut avoir que le temps s'accélère, il y a l'idée que le progrès scientifique et technologique irait toujours plus vite. Ça pour le coup, c'est indéniable, non ? En effet, ça se mesure de mille façons. On peut remonter même beaucoup plus loin dans le passé et voir qu'en effet, les séquences qui séparent, ils ont une innovation de rupture d'une autre, sont de plus en plus courtes. En même temps, on arrive à les assimiler sans que ça accroisse nos compétences techniques. C'est-à-dire que le monde de la technologie nous est complètement opaque et on a vis-à-vis de lui un rapport complètement magique. Oui, mais on se rend bien compte, ça vient d'être dit encore, que ça a des conséquences, mais ensuite sur notre être. Un smartphone ou un iPhone, c'est quand même un outil incroyable qui a nécessité, pour compter simplement les prix Nobel de physique dont les travaux sont utilisés dans l'iPhone, 17 prix Nobel. Et c'est quand même le premier instrument sophistiqué qui n'ait pas de notice. Voilà. Ça veut dire que... moi je me souviens de la première machine à laver reçue par mes parents. La notice faisait un bottin comme ça. Et c'était pourtant un truc assez simple qui tournait dans un... Bon. Et là, l'iPhone, il n'a pas de notice. Donc, ça veut dire qu'on peut utiliser ces objets sans rien comprendre à leur façon de fonctionner. Et même les ingénieurs, mes étudiants... si on leur demande comment, en tapant sur un écran, ça peut envoyer des lettres qui sont lues par un correspondant en Australie, est-ce que c'est des ondes, elles passent par où, est-ce qu'il y a un satellite dans l'affaire ? Personne ne sait. D'accord ? Autrement dit,
la technologie, elle s'est complètement émancipée d'une familiarité qu'on aurait avec ses principes. Tellement c'est design, finalement. C'est tellement design qu'on peut ne rien comprendre à ces choses qu'on manipule en permanence. Mais pour revenir à votre sujet, je pense que la vraie crise, et pour le coup, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, puisque je l'observe, c'est une crise de l'attention. Et c'est aussi une crise de la concentration. Il y a des labos en Allemagne que je connais où les boîtes d'email, enfin les messageries électroniques sont coupées pendant les heures de travail, puisqu'on veut que les chercheurs se concentrent. Et d'ailleurs, quand vous vous concentrez dans votre bureau, quand même, vous demandez s'il n'y a pas un message qui vous est arrivé qui ferait que vous auriez une promotion ontologique par le fait que quelqu'un vous réclame. Si par exemple, vous constatez que pendant une journée de travail, personne ne vous a envoyé le moindre message, ça veut dire que vous êtes dans une forme de néantisation sociale qui est très préoccupante. Et donc on a un rapport tout à fait ambigu à ça. On est quand même dopé par le fait d'être sollicité. Et je pense que la difficulté, c'est que notre cerveau, pour des raisons liées à l'évolution, n'est pas adapté aux multitâches, en tout cas quand ce sont des tâches qui sont constituées d'injonctions qui peuvent être contradictoires, qui réclament des priorités, qu'on va organiser un peu n'importe comment, parfois avec un peu de panique. Et c'est ça, à mon avis, qui crée parfois le sentiment que ça n'a pas de sens et qui corrode le rapport qu'on peut avoir avec le temps. Alors là-dessus, réaction obligatoire du jésuite, parce que le temps est fragmenté, question sur l'unité de vie et sur le rapport que ces nouvelles technologies nous font avoir avec notre être intérieur. Oui, je crois que la question de l'unification, c'est le grand défi quoi, de toute vie humaine, avoir une vie plus unifiée, plus intégrée, prendre des formes différentes certainement en fonction des époques. Et aujourd'hui, il y a quelque chose à chercher. Je repensais à ce que vous avez dit sur la peur de l'ennui, parce que c'est vrai que dans la vie spirituelle, c'est quelque chose que moi je dis souvent, je ne suis pas le seul à le dire, il y a quelquefois à réapprendre, quoi, à accepter de s'ennuyer. Enfin, si on veut être capable d'entendre un petit peu quelque chose, si on croit que Dieu peut nous parler, il y a quelque chose à nous dire, quoi, faut laisser un petit peu d'espace. Et c'est vrai que le fait d'avoir une journée où on s'ennuie un peu et on va se balader, il y a peut-être des choses qui vont venir, quoi, voilà. Et de même que, je dis souvent, quelqu'un qui va aller prier pendant une heure, pendant une retraite, il y a des moments où il y a quelque chose de l'ennui, de la disponibilité, puis hop, il y a quelque chose qui apparaît. Enfin, je veux dire, voilà. On est dans une société qui a cette phobie de l'ennui qui est peut-être à retravailler. Mais je dirais la peur, pour moi aussi, je la sens aujourd'hui, c'est pas seulement la peur de l'ennui, mais la peur d'être largué, quoi, de plus être à la page, quoi. Et donc, de fait, on a plus d'informations à lire parce qu'il faut être à la page. De plus être dans le mouvement, quoi. Et ça nous dit quelque chose. C'est aussi, alors c'est pour rejoindre ce que disait Rossa, c'est que il y a cette société moderne qui ne peut être stable que parce qu'elle est mobile, elle avance, quoi. Et donc du coup, nous on est pris là-dedans. C'est pour dire que la question de la peur de plus être à la page, ça touche aussi à ce qui nous est imposé, quoi. Ce qui nous est imposé par le système dans lequel on est, qui est le système économique, le système, la société. Et du coup, moi je fais le rapprochement avec ce que dit le pape François dans Laudato Si, où il pointe quand même que face à ce défi de la conversion écologique, de la révolution écologique que nous avons à faire, de se mettre à l'écoute des pauvres et à l'écoute de la terre, il pointe quand même pendant tout un chapitre quelque chose qu'il appelle le paradigme techno-scientifique, le paradigme techno-économique, quoi. C'est-à-dire, il dit il y a bien quelque chose, il faut changer de paradigme, quoi. Il faut penser autrement le progrès. Il faut penser à la racine et puis de manière structurelle. Donc, manière de se rappeler encore une fois qu'on n'est pas en train de parler simplement de manière individuelle dans nos petites communautés. Comment est-ce qu'on va s'adapter à cette société qui va de plus en plus vite, quoi. Mais il y a peut-être en profondeur à se dire comment est-ce qu'on va transformer cette société qui court on ne sait pas où, quoi.
On glisse un peu vers un autre sujet. Et là-dessus, juste une réaction peut-être, parce que Étienne Klein, évidemment, on n'arrête pas le progrès. Enfin, je ne pense pas que ce soit le propos du pape François, mais cette idée de changer de paradigme par rapport au progrès, qu'est-ce que vous répondez? Bon, c'est une grande question, parce que cette phrase « on n'arrête pas le progrès », qu'on prononce moins qu'avant. Et quand on la prononce, on ne lui donne pas le même sens qu'il y a une ou deux générations. Moi, je me souviens quand j'étais étudiant, et je l'ai vérifié auprès d'anciens camarades d'école, la phrase « on n'arrête pas le progrès » était une phrase qui était un jugement moral. C'était une sorte de salut enthousiaste adressé au futur. On n'arrête pas le progrès, puisque le progrès est en soi une bonne chose qui nous amène vers des lendemains meilleurs, donc on ne doit pas faire en sorte de l'arrêter. Or, quand on interroge les étudiants d'aujourd'hui et qu'on leur demande quel est le sens qu'ils donnent à ce dicton, c'est complètement inversé. Eux disent c'est un jugement pratique. C'est-à-dire que la technologie entraîne le monde et elle a perdu toute connaturalité avec nos désirs. Ce n'est pas nous qui décidons si on doit passer de l'iPhone 8 au 12, etc. Et donc ça échappe au désir humain, et de sorte que nous ne savons pas dire où sont les pédales de frein pour la marche du progrès, donc ça nous échappe. Et on n'arrête pas le progrès, ça veut dire qu'on n'est pas capable de l'arrêter. Maintenant, le mot progrès, ça a été mesuré par des logiciels avec un collègue de l'Académie des technologies qui s'appelle Gérald Bronner. On a utilisé un logiciel pour compter la fréquence des mots, de certains mots, dans les discours publics. Et ce qu'on a vu, et que je pense tout le monde sent à sa propre oreille, c'est que ce mot progrès, qui a été écrit pendant 3 siècles avec une majuscule, qui a été structurant de la modernité, a été liquidé en 20 ans. Liquidé. Plus personne ne parle de progrès dans les discours publics. Pour le dire avec un exemple frappant, pendant la présidentielle de 2007, tous les candidats de l'extrême droite à l'extrême gauche ont utilisé le mot progrès dans leur discours. Dans des sens différents, des contextes différents, des fréquences différentes, mais tous le revendiquaient. En 2012, 0. Et donc là, il y a un fait majeur. Comment un mot aussi important pour notre rapport au temps et à l'histoire a-t-il pu être abandonné? Alors, je pourrais vous en parler des heures, et comme on est là pour reprendre possession du temps, je ne vais pas le faire. Mais quand même, le mot progrès a été remplacé par le mot innovation. On pourrait dire c'est la même chose, c'est presque des synonymes. Donc on a fait une permutation de vocabulaire sans que ça change le sens des discours. Et croyez-moi sur parole, si on fait une étude approfondie de la rhétorique de l'innovation aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elle ne rend pas justice à l'idée de progrès et que même elle la contredit. Pour le dire en une phrase, la rhétorique de l'innovation est une rhétorique qui s'appuie sur l'idée d'un temps corrupteur. L'idée, c'est que le temps qui passe dégrade la situation. Et il faut innover pour empêcher que le monde se déface. Autrement dit, le discours sur l'innovation est à la fois un discours de conservation. Il faut empêcher que les défis qui se présentent à nous nous liquident. Et en même temps, un discours mortifère, puisqu'on nous dit, si on n'innove pas, on meurt. D'accord ? Donc c'est l'idée d'un temps corrupteur, qu'on retrouve d'ailleurs chez Francis Bacon, XVIe siècle, XVIIe siècle, qui a écrit un livre dans lequel il y a un chapitre qui s'appelle Innovation, et il parle d'un temps corrupteur. Donc en 2019, on parle comme en 1625, c'est-à-dire avant le siècle des Lumières. Parce que les Lumières, eux, ils ont changé le truc en disant non, le temps est constructeur. Le temps, il est complice de notre liberté, de notre volonté. Et c'est en configurant le futur d'une façon qui soit crédible et attractive qu'on peut s'appuyer sur lui pour faire le meilleur. Et donc, le progrès, ça nous invite à travailler à partir du futur. Alors qu'aujourd'hui, on travaille à partir de l'état critique du présent. On dit, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Et par exemple, le pape François que vous avez cité, il tient un message vraiment puissant et en même temps paradoxal. Puisqu'il dit, il y a des inégalités incroyables qui sont renforcées par les technologies. Il y a des rapports au temps qui sont très divers. L'humanité est en train de se segmenter. Elle devient extrêmement hétérogène. Les variations dans les conditions de vie des uns et des autres sont hallucinantes. Un duc du Moyen-Âge, il avait un pouvoir de vie et de mort sur un cerf. Mais quand il avait une rage de dents, il morflait comme un cerf. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des conditions de vie qui les émancipent de la condition humaine.
d'autres qui meurent dans la rue. Et donc cette échelle de différence dans les façons de vivre est tellement élevée qu'on pourrait dire mais c'est l'urgence, c'est l'urgence, on n'a pas le temps de méditer les enfants, il y a un chantier là. D'accord ? Donc à la fois il faut méditer, il faut se réapproprier le temps et en même temps on sent bien qu'il y a des états, des situations tellement critiques qu'elles réclament des actions urgentes. Et on est constamment tiraillé comme ça. Et je pense que le rapport au temps ne peut pas être autrement que paradoxal, tendu, source de tragique en fait. Parce qu'à la fois on veut s'occuper de soi, viser une forme de bien-être, et en même temps on voit bien qu'on est sollicité de toutes parts. Par exemple, je termine là-dessus, moi je suis souvent sollicité pour faire des cours de physique dans les lycées. Combien j'en fais ? Voilà, j'ai 3 invitations par semaine pour redonner aux enfants le goût de la physique. Ça, c'est une mission quand même. Mais je pourrais y passer ma vie. Et à combien je mets le curseur ? Où est-ce qu'on pousse le sacrifice ? Chacun est soumis à ce genre de choix qu'il doit faire. Et quand on en fait trop, on n'est pas bien. Et quand on n'en fait pas assez, on n'est pas bien non plus. Là, vous abordez la question de l'emploi du temps, de votre temps en l'occurrence. Diane Taïeb, vous avez aussi parlé, Étienne Klein, de la course à l'innovation. Et ça m'amène à un autre chapitre qui est important dans notre réflexion ce soir, parce qu'on a dit que cette angoisse par rapport au temps qui passe chez nos contemporains, elle est liée à la rupture technologique, elle est liée aussi à une rupture économique. La mondialisation, l'abolition peut-être aussi de l'espace, on en a un peu parlé. Il y a derrière la notion de concurrence. Grégoire Catta disait tout à l'heure, il y a la grande peur d'être largué. Ça, c'est quelque chose, j'imagine, que vous avez vu chez les start-upers que vous avez accompagnés. La peur de ne plus être à la page demain. Alors déjà, il y a plusieurs choses. Moi, je suis de la génération qui était en pleine études quand il y a eu la crise de 2008. Et en fait, il y a vraiment eu un avant et un après. C'est-à-dire que l'avant, c'était... on évolue dans un monde qui, certes, est imparfait, mais qui, globalement, avance. Voilà, on fait des études, on aura un emploi. Si on a fait son bac plus 5, voilà, des études bien, on aura un emploi. Et 2008, il y a eu un basculement où tout a créé de l'incertitude. Et moi, je l'ai vraiment ressenti, j'étais en école de commerce à ce moment-là, et je l'ai vraiment ressenti, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu, en tout cas tel que moi je l'ai ressenti, pour rebondir à ce que vous disiez, le fait de voir le progrès comme quelque chose qui n'est pas nécessairement positif, mais qui devient curatif d'une situation qui ne va pas. Et c'est là que moi, dans mon quotidien, j'ai commencé à entendre parler en permanence de problèmes de réchauffement climatique, d'entendre beaucoup plus tous les jours, réchauffement climatique, problèmes économiques, problèmes sociaux, etc. Où là, il y a vraiment urgence. Et là, voilà, et donc cette notion d'urgence. Et donc, un enjeu encore plus fort de concurrence et de compétition. Néanmoins, les entrepreneurs que j'ai accompagnés ne sont pas drivés par ça. C'est-à-dire qu'au contraire, moi je trouve que c'est génial de voir que la plupart du temps, c'est une envie de construire un monde tel qu'ils voudraient le voir. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup évolué dans un milieu d'entrepreneurs sociaux. C'est quoi un entrepreneur social ? C'est un entrepreneur qui se dit « l'entreprise est un outil pour répondre à un problème de société ». Donc, je vais créer une entreprise pour l'orientation des jeunes, pour les aider à trouver leur voie dans les lycées, se poser les bonnes questions plus tôt. Je vais créer des entreprises dans la santé, etc. Il y a eu cette notion d'entrepreneuriat social qui a émergé pour se dire voilà, je veux créer le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Et le shift qui est encore plus intéressant, qui revient à la notion d'intériorité, c'est que beaucoup d'entrepreneurs sociaux que j'ai vus autour de moi, dans cette urgence et envie de créer un monde plus positif, etc., s'y sont eux-mêmes perdus dans la frénésie de l'action, et beaucoup après sont allés travailler sur eux. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, je ne pourrais pas créer un monde, contribuer à créer un monde plus harmonieux par l'action, si avant j'ai pas pris le temps de travailler sur moi, pour comprendre quelles sont mes intentions, pourquoi je le fais, est-ce que c'est juste, est-ce que dans ma vie j'ai créé suffisamment d'espace à l'intérieur de moi, dans mon intériorité, pour avoir une relation saine à moi-même, aux autres et au monde, parce que quoi qu'il en soit, je vais mettre ce que je suis dans mes projets. Donc si j'y remets de la colère, de la frustration, de la peur, en fait, mes projets vont porter ça. Et ça, je l'ai beaucoup vu, et il y a un vrai mouvement autour de ça, de un peu cette phrase, se changer soi-même, en fait,
pour avoir un impact sur le monde d'abord. Et ça, vous l'avez perçu donc après la crise de 2008. ouais. Il y a un enjeu de management et il y a un enjeu aussi sans doute d'éducation. C'est la question d'ailleurs s'adresse peut-être à tous les trois, mais qu'est-ce que vous pourriez préconiser en termes d'éducation dans les écoles de commerce justement pour sensibiliser les étudiants, parce que les cas que vous décrivez, j'ai du mal à croire que ce soit la majorité des gens qui d'un seul coup se disent voilà, je vais... on est bien d'accord. C'est pas la majorité, néanmoins, moi je suis fascinée de voir à quel point ça a évolué. C'est-à-dire que moi je suis rentrée en école de commerce en 2007. Il y avait à l'époque, j'étais à l'ESSEC, il y avait la chaire entrepreneuriat social qui existait depuis quelques années. J'étais un peu un ovni en fait à postuler dans cette chaire. Et quelques années plus tard, c'était une des chaires les plus demandées, avec une liste d'attente pour y entrer. Et pareil pour l'entrepreneuriat social, c'était en sortant d'école, moi j'ai travaillé aux Nations Unies quelques années en Thaïlande et au Cambodge. Quand je suis revenue quelques années après mon diplôme, il y avait beaucoup d'entreprises sociales qui étaient nées de la part d'anciens qui sortaient de grandes écoles et qui disaient en fait moi je ne veux plus, alimenter un système dans lequel je ne crois pas. Et qui justement créent ces entreprises. Alors oui, en effet, on est encore sur des choses qui sont à petite échelle, qui sont auprès de personnes qui ont la chance, entre guillemets, d'avoir, de toute façon, si leur entreprise sociale ne fonctionne pas, retrouveront un emploi, etc. Néanmoins, moi, je vois un mouvement qui grandit, qui est considérable. On était au Rex il y a quelques semaines. Il y avait 3000 personnes pour parler de ces questions-là. Beaucoup de jeunes, beaucoup de ma génération sur ces sujets d'entrepreneuriat social et de rapport entre intériorité et impact positif sur le monde. Grégoire Kata, je voudrais vous entendre peut-être à nouveau sur cette question de la course à l'innovation, de la concurrence, parce que on peut faire tous les discours que l'on veut, on ne peut pas faire abstraction du fait que les innovations, elles sont là, et parfois, à l'échelle d'un pays, c'est une question de vie ou de mort, si on pense par exemple aux enjeux de défense, mais pas seulement. Ouais. Mais c'est vrai que industriel notamment aussi. La question de fond sur laquelle on revient toujours, c'est d'être capable de se poser la question éthique, la question de la finalité, de la vie bonne. Ça, l'Église n'est pas la seule à le dire, mais en tout cas, elle le dit fortement, le pape le redisait. On est dans un monde où on a augmenté beaucoup notre capacité à faire beaucoup de choses, mais par contre, est-ce qu'on a été capable de faire avancer aussi bien notre capacité pour le discernement éthique, c'est-à-dire de savoir que tout ce qui m'est possible ne m'est pas forcément bon. Tout ce qui est possible au niveau médical, tout ce qui est possible au niveau technique, voilà. Est-ce que c'est bon ou pas? Je reviens encore à Laudato Si, où il est bien question de dire il faut repenser le progrès. Il ne s'agit pas de revenir à l'époque des cavernes, il ne s'agit pas de renoncer au progrès, mais de se poser la question qui est le vrai progrès, le vrai développement? C'est quelque chose qui peut améliorer notre vie, quoi, et particulièrement la vie des plus petits, des plus faibles. Si le progrès ne mène pas à ça, à ce moment-là, ce n'est pas un progrès véritable. Ça nous renvoie, encore une fois, à cette question éthique, quoi qu'il y ait, que si on est des êtres humains, ça veut dire qu'on a la possibilité de faire des choix, quoi, et qu'on a une liberté, et donc comment individuellement et collectivement faire ces choix et savoir se poser la question. Oui, de fait, il y aura de plus en plus de choses qui seront possibles. Encore une fois, tout ce qui est possible n'est pas bon, quoi. Vous vouliez réagir? Non. Étienne Klein, je vous pose cette question parce qu'il y a un enjeu, je le disais, éducatif sur la question du rapport au temps. Est-ce que, voilà, dans les établissements dans lesquels vous intervenez, vous pensez qu'il y a à innover, là pour le coup, et à réfléchir à cette question? Parce que, encore une fois, les étudiants, que ce soit en école d'ingénieur ou en école de commerce, bien souvent, on les enjoint à aller vite. Bon, moi, je suis un tellement mauvais exemple en matière de gestion du temps que je me garde de donner le moindre conseil. Enfin, ma vie est une catastrophe, en fait. Donc, je suis prêt à prendre des cours de respiration, si possible pas encore artificiels. Mais quand même, dans votre question d'avant, il y a deux questions. La question personnelle. Bon. On veut que son activité ait du sens, donc on veut que l'activité qu'on choisit soit conforme à ses valeurs, à son intériorité, etc. Mais Kant disait, le croire au progrès, disait-il, c'est accepter de sacrifier
du présent personnel au nom d'un futur collectif. Il y a un futur collectif qui est dessiné, il y a une sorte de philosophie de l'histoire, et j'accepte de sacrifier ma vie pour que les générations futures bénéficient d'un cadre meilleur que le mien. C'est pour ça qu'il disait que c'était une idée, le progrès, doublement consolante et sacrificielle. Doublement consolante parce qu'elle donne elle me permet de me consoler des douleurs du présent par le fait que mes enfants ne les connaîtront pas ou moins. Et elle est consolante parce qu'elle donne un sens au sacrifice qu'elle impose. Et je pense que, puisqu'on n'a plus de futur collectif qui soit dessiné, configuré, eh bien, quand notre activité ne fait pas sens pour nous, quand on a ce que les Américains appellent des bullshit jobs, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui travaillent et qui ont des métiers, et elles se demandent si elles n'exerçaient pas ce métier, est-ce que ça changerait quoi que ce soit à une quelconque situation de l'entreprise? Et la réponse souvent c'est non. Et je pense que quand notre activité a du sens à la fois pour nous et pour l'impact qu'elle a sur la société, alors on peut travailler énormément, ne pas avoir de temps à soi, sans du tout en souffrir psychiquement. Parce que ça fait du sens. Il y a des gens qui aiment travailler, ça a du sens pour eux, et ils peuvent travailler beaucoup sans vraiment s'épuiser parce qu'ils sont tenus par ça. Les cas les plus dramatiques, c'est des gens qui ont des métiers. Et vous voyez ça sur LinkedIn, qui était un réseau social plutôt professionnel. Moi, je regarde ça et les gens définissent leur activité d'entreprise. Et en général, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est, je sais pas, responsible, de trucs. C'est des espèces de mots. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Autrement dit, je suis incapable d'imaginer ce que ces gens font de leur journée. Et j'espère qu'ils le savent. Mais... On voit bien que depuis quelques minutes que la question de notre rapport au temps est intimement liée à la question, du sens. De ce point de vue-là, d'ailleurs, les entreprises l'ont bien compris, Diane Tayeb. Elles ont tâtonné, elles ont parfois fait des erreurs, je pense, mais aujourd'hui, on voit, là encore, des innovations en managériales. On a beaucoup brocardé les Chief Happiness Officers, les responsables du bonheur en entreprise. Cependant, là, pour le coup, je vous écoute depuis tout à l'heure, mais j'aurais tendance à dire que ce n'est pas forcément un bullshit job, quoi. Que ça peut être utile quand même qu'il y ait des gens dans les entreprises qui se posent la question du bonheur et puis du sens du travail. C'est votre sentiment aussi ? Alors oui, c'est indispensable. De toute façon, les entreprises ont de moins en moins le choix. Moi, j'intervenais il y a quelques mois chez Unilever, donc énorme groupe de grande consommation, qui me disait qu'ils n'arrivaient plus donc des postes en marketing où avant ils recevaient des centaines de CV. Une chef de produit me disait: je n'arrive plus à recruter. Je n'arrive plus à recruter des bons profils parce qu'en fait, les gens ne veulent plus venir chez nous. Parce que les produits de grande conso, ben voilà, ils se disent: est-ce que j'ai envie de passer ma vie à faire du marketing pour du thé, quoi? Oui, c'est très bien du thé, mais est-ce que c'est ça le sens de ma vie? Donc du coup, d'une part, les entreprises ont de plus en plus... pour recruter les personnes dont elles ont besoin pour se développer, elles ont besoin de se remettre en question. Donc oui, l'émergence de ces métiers comme Chief Happiness Officer. Néanmoins, parfois aujourd'hui, c'est encore un peu cosmétique. C'est-à-dire qu'un Chief Happiness Officer, il va prendre un prof de yoga qui va venir 2 fois par semaine, mais difficulté à se poser les vraies questions de qu'est-ce qui fait sens pour les gens, comment faire pour que chacun déploie son potentiel au meilleur de lui-même. Et donc tout ça, après, il faut bien commencer quelque part. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai questionnement sur les sujets de ressources humaines en entreprise. J'interviens dans un programme qui s'appelle Switch Collective, qui aide des personnes qui travaillent depuis quelques années, ne trouvent plus de sens dans leur travail, à se re-questionner, à revenir à elles. Quelles sont mes aspirations profondes? Quelles sont les peurs qui m'ont empêché d'y aller, etc. Et se remettre sur leur chemin. Cette boîte a été créée il y a 1 an et demi, il y a 2000 personnes qui sont passées par là, moyenne d'âge 45-50 ans, beaucoup de gens qui travaillent en entreprise, qui veulent pas trop qu'on sache qu'ils sont là, parce que c'est pas forcément évident. Et en fait, il y a un vrai mouvement aussi de se dire que en fait, ça devient inévitable de reposer la question du sens. L'entreprise aujourd'hui, en effet, je partage complètement. Je pense que certaines personnes ne savent pas elles-mêmes ce que veut dire l'intitulé de leur titre LinkedIn. Et il y a un vrai sujet de remettre de la consistance en fait dans ce qu'on fait et de se dire, le rôle social de l'entreprise en fait, à l'intérieur et à l'extérieur. Étienne Klein et puis peut-être ensuite Grégoire Caton. Oui. Je pense que beaucoup d'entre vous ont lu un livre de Matthew Crawford,
un Américain qui était dans une grande entreprise et qui a écrit ensuite l'éloge du carburateur, puisqu'il a décidé de construire un atelier de réparation de motos, puisqu'il avait un métier très bien payé, mais dont il ne connaissait pas les frontières. C'est des tâches tellement mal définies qu'on ne sait jamais ce qu'on doit faire, ni quand on doit s'arrêter de faire ce qu'on fait. Et ça provoque du burn-out, ça provoque un sentiment de frustration, puisqu'il n'y a pas de limite et il n'y a pas de définition affectée à son activité principale. Alors que quand on répare une moto, voilà, on touche le truc, on a un rapport à la matière, et on est responsable, d'une certaine façon, de la vie de celui qui va la reprendre. Vous avez parlé de bonheur, mais le bonheur, c'est quand même un truc... c'est une invention catastrophique. Là, enfin, attention à ne pas s'éloigner non plus complètement du... Non, c'est moi qui vous ai amené sur ce sujet, donc allez-y. Non, mais c'est une idée incroyable. C'est l'idée de bonheur qui rend les gens malheureux. C'est-à-dire que cette idée est tellement précisément définie, selon des canons tellement bien spécifiés, que chacun peut mesurer l'écart qu'il y a entre l'idée qu'il se fait du bonheur et sa propre vie. Ce qui crée une frustration terrible, ce qui crée une agitation fébrile pour le trouver et le rencontrer, démultiplication des tâches, on essaye plein de trucs pour tenter de l'obtenir. Il faut vraiment abandonner cette idée du bonheur. Les gens vraiment heureux ne sont pas des gens qui ont recherché le bonheur. Et peut-être d'ailleurs... C'est des gens qui ont trouvé un sens à leur vie par le fait qu'ils font des choses avec lesquelles ils ont un accord et une passion. Moi, je connais des chercheurs qui sont très malheureux selon beaucoup de critères qu'on accorde au bonheur et qui, au fond d'eux-mêmes, prennent leurs pieds. Mais juste peut-être pour rebondir sur ça très très rapidement, j'ai le sentiment que c'est la notion des critères en fait. Si on met le bonheur dans des critères extérieurs, en effet, on va se mettre une pression continuelle et on va comparer avec les critères extérieurs. J'ai le sentiment que cette notion de bonheur, c'est comment est-ce que je trouve à l'intérieur de moi, mais je serais curieuse de vous entendre à ce sujet, mais une paix, une sérénité, une joie, mais que je construis à l'intérieur de moi et pas selon des critères extérieurs. Grégoire Catin. Oui, je pense qu'il y a quelque chose du bonheur là-dedans, mais le bonheur, c'est plus que simplement du ressenti, quoi, des sentiments. On peut être profondément heureux tout en pleurant, quoi. Et donc, voilà. Puis sur la quête du bonheur, je dirais, oui, quand on était théologien, un peu héritier de Thomas d'Aquin et puis d'Aristote, ça nous va bien. Moi, ce qui me pose un peu plus question, je réfléchissais sur cette question de l'organisation dans les entreprises, de faire venir, réflexion Chief Happiness, ou je ne sais plus comment vous l'appelez. Il y a quelque chose, si vraiment la question c'est de trouver du sens, à un moment, il faut être capable de s'interroger si ces modes de management qu'on met en place, ça nous permet simplement finalement d'accélérer un petit peu plus vite, quoi. C'est-à-dire de donner les espaces de respiration qui vont permettre qu'après le système continue à marcher de mieux en mieux, quoi. Là où on a peut-être à s'interroger sur le système lui-même. Enfin, globalement, si les gens n'ont pas envie d'aller chez Unilever parce que ce que fabrique Unilever, voilà, c'est des produits qui ne vont pas du tout dans le sens de prendre soin des êtres humains et de prendre soin de la nature, c'est pas simplement en les accompagnant un peu mieux que ça va aller. Il faut changer, quoi. Ce qu'on produit, il faut changer notre manière de faire. Donc encore une fois, moi j'interroge notre capacité à aller en profondeur, quoi, et à toucher les vrais problèmes et à se méfier de ces effets, des effets compensatoires qui sont simplement en fait une manière, quoi, de continuer à faire fonctionner le système comme il a toujours fonctionné, quoi. Je voudrais vous entendre maintenant sur une question qui se pose. Le terme slow life a été employé très brièvement au tout début, tout à l'heure. Il y aurait peut-être une tendance, c'est une question en tout cas que je vous pose, au ralentissement, justement, lié à une prise de conscience. Il y a un exemple qui me vient spontanément en tête. Vous parliez du TGV tout à l'heure, Étienne Klein. La SNCF renonce à investir dans les lignes à grande vitesse, alors peut-être parce qu'on est à un palier, mais elle entre au capital de Blablacar, autrement dit, la convivialité, le partage, l'écologie, plutôt que la vitesse. Est-ce que c'est un signe des temps ? Ma question s'adresse aux trois. Est-ce que vous sentez aujourd'hui, peut-être, en tout cas à l'échelle de notre pays, une remise en cause de ce modèle de vitesse effrénée ? Alors, quand on parle de vitesse, il faut préciser qu'elle est mobile.
les vitesses de déplacement diminuent. C'est-à-dire que les avions ne vont pas plus vite qu'il y a 50 ans quasiment. Il n'y a plus de projet d'avion supersonique. Les vitesses de déplacement en avion diminuent. Les trains, c'est bloqué aussi. Les voitures, j'en parle même pas. Ça va de plus en plus lentement. Donc les vitesses de déplacement sont de plus en plus faibles. Bon. Ensuite, il y a une saturation générale. Par exemple, on a parlé d'innovation. Le rapport entre l'investissement dans l'innovation et le croissement du PIB devient très faible. Les gains marginaux des investissements dans l'innovation deviennent de plus en plus faibles. Et d'une façon générale, il y a une forme de saturation de beaucoup de choses, par exemple de la taille des individus, de l'espérance de vie, des performances sportives. Ça a été très bien montré par une équipe dirigée par un chercheur qui s'appelle Jean-François Toussaint, et il remonte au 19e siècle avec les courses de lévrier en Angleterre. On a des chronométrages des courses, et il montre qu'il y a une saturation des performances. C'est vrai pour le 100 mètres, le 200 mètres, pour tous les sports de vitesse comme l'athlétisme ou la natation. Ce serait vrai aussi donc, pour les technologies de l'information, voilà, on a l'impression que l'humanité est en train de saturer, et que tout ce qui a cru dans les années précédentes ou les siècles précédents est en train d'atteindre une forme de plafond. D'accord ? Après, il y a la question de savoir si ça va décroître ou pas. Mais donc, quand on parle de vitesse de déplacement ou des vitesses de ce type-là, il y a une stagnation ou une régression. Maintenant, la vitesse qui nous concerne le plus, c'est celle de l'information. Et celle-là, elle augmente, et ça crée toutes sortes de choses dont on a parlé, mais aussi le fait que les canaux dans lesquels circulent à la fois des croyances, des connaissances, des opinions, des commentaires, des faits, des arguments, toutes ces choses-là passent dans les mêmes canaux, et leurs statuts respectifs, qui au départ sont très différents, par exemple une connaissance, c'est pas la même chose qu'une croyance, se contaminent mutuellement. Et ça, je pense que c'est, en tout cas à titre personnel, c'est le truc le plus angoissant que je puisse imaginer. C'est-à-dire, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est argumenté, et on voit bien que nous sommes, surtout grâce à Internet, très prompts à déclarer que nous aimons la vérité, alors même que nous déclarons vrai les choses que nous aimons. Et ça crée quelque chose d'assez angoissant, et on voit les effets, même chez les étudiants, une sorte de relativisme absolu, où l'émotion ressentie est le critère du jugement et de l'acceptation du vrai plutôt que l'argumentation. Et si ça continue comme ça, je ne sais pas trop où on va. C'est-à-dire si toutes les paroles se valent, si les statuts des connaissances et des croyances se contaminent. Et ça, pour vous, c'est vraiment une conséquence de l'accélération. Enfin, je veux dire, je dis pour vous, mais en réalité, c'est... Alors, c'est pas simplement l'accélération, parce qu'on pourrait tout à fait, si on avait des esprits préparés, parfaitement gérer ça. Mais notre cerveau est fait de telle façon qu'il a tendance à s'enfermer dans des canaux cognitifs. Et quand on circule sur Internet, en général, on circule pour avoir confirmation de ce qu'on pense. Et on n'est jamais confronté à une pensée alternative ou contradictoire avec la sienne. C'était vrai avant, quand les gens qui lisaient le Figaro, en général, ne lisaient pas Libération. Et on lit le Figaro parce qu'on sait qu'on va trouver dans le Figaro des idées qui sont conformes à celles qu'on a. Alors que si on lit l'Humanité, on va peut-être être choqué, et réciproquement. Donc on a envie, cérébralement, ce que vise notre cerveau, c'est pas la vérité, c'est le confort psychique. Et donc, le confort psychique nous amène à des croyances qui nous font plaisir et qui, s'agissant de la science, par exemple, font des ravages incroyables. Bon, je ne vais pas développer ça, mais on a tous des exemples en tête où des arguments parfaitement faux, mais éloquents, satisfaisants pour l'esprit, ont été utilisés pour contester la parole des scientifiques. Comme si le bon sens ou l'intuition était un critère aussi vrai que l'argumentation ou la preuve scientifique. En tout cas, donc vous ne voyez pas de tendance à la décélération. Je pensais au progrès scientifique en vous posant la question. J'entendais l'autre jour sur une antenne que vous connaissez bien, France Culture, le fait que la loi de Moore, qui prédit, qui décrit, je crois, l'accélération elle décrit le passé. Exponentielle. Elle décrit le passé. D'accord, mais l'accélération exponentielle de l'efficacité des microprocesseurs, cette loi était peut-être quand même en train d'arriver à un palier, ouais. Et peut-être ça, en tout cas, voilà, ça nous promet peut-être une décélération d'un progrès continu depuis 50 ans. Ça sature de partout.
Sur la question de la décélération, est-ce que c'est quelque chose que vous percevez, Diane Tayeb, Grégoire Kata, dans vos expériences d'accompagnement, dans les entreprises notamment? Est-ce qu'il y a une prise de conscience qu'il faut ralentir? Ça dépend de la part de qui. C'est-à-dire que, en effet, les personnes en souffrance, j'allais dire. En entreprise, il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'être constamment sollicitées, etc. Moi, j'interviens beaucoup dans les entreprises. Apporter de la méditation en entreprise, c'est franchement peu commun. Il y a quelques années, je pense que les gens auraient rigolé. Ils auraient eu l'image d'un Indien dans la ville, Ariel Dombal, qui dit « Home ». Et en fait, en réalité, aujourd'hui, il y a Air France qui est en train de former à peu près 1000 de ses salariés à la méditation. Pardon, mais ça vient d'où, cette prise de conscience chez Air France, par exemple? C'est le mal-être, c'est Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'en effet, il y a les notions de mal-être, les sujets de burn-out qui émergent beaucoup, demande des salariés, et souvent, en réalité, c'est des RH qui eux-mêmes ont fait un parcours personnel qui les a amenés là. J'avais entendu le DRH de la Société Générale, où ils ont pas mal aussi, où ils ont formé environ aussi 1 millier de personnes à la méditation. Et c'est des personnes qui, en général, arrivent à un mur, à un moment dans leur carrière personnelle, où toutes leurs convictions tombent d'un coup et se disent en fait, j'ai donné tout ça, j'ai fait tout ça. Pourquoi, au final? Et il y a une sorte de retour à l'essentiel et de besoin de prendre le temps, se poser. Et beaucoup... quand ils font ce parcours-là, alors la méditation, on en parle de plus en plus, donc je pense qu'il y a aussi un effet de mode qui a amené ça, mais il y en a pas mal qui finissent par faire des retraites en silence pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, qui font tout un parcours intérieur, et après avoir vu l'impact que ça faisait chez eux en termes de créer un espace de calme en eux et d'un rapport au temps qui n'est plus dans l'accélération du faire, mais dans un rapport à l'être, se disent qu'il y a un vrai enjeu à diffuser ça pour avoir des personnes plus équilibrées et moins dans la frénésie. Mais chez les dirigeants, c'est chez sûr le patron, est-ce que c'est audible ça? C'est-à-dire? Est-ce que l'idée que les salariés doivent, finalement ce qu'on décrit, c'est lever le pied, ralentir, est-ce que c'est audible de la part d'un dirigeant d'entreprise, ceux auxquels vous êtes confrontés? Alors, en effet, il y a ces notions de performance et je rejoins tout à fait ce que vous dites, qu'il y a un grand risque que ce soit quelque chose qui soit récupéré pour des enjeux de performance. Néanmoins, moi j'ai une grande confiance dans cette pratique qui est que quand on apprend à être avec soi-même et quand on apprend à créer des espaces de calme et d'intériorité, en fait, on prend de meilleures décisions pour soi. Donc on crée une sorte de solidité intérieure qui fait qu'on ne va plus être en réactivité générale, mais qu'on va créer un ancrage qui fait que, de fait, ça va générer un changement petit à petit. En général, les dirigeants qui le font, ça vient d'un parcours personnel. Néanmoins, ils veulent le diffuser dans leur entreprise parce qu'ils sentent qu'il y a un mal-être et qu'il y a des frustrations et qu'à un moment, honnêtement, c'est pas possible en fait de continuer comme ça sur certains points. Et la méditation dans les entreprises aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui se diffuse. Et face à cet enjeu de récupération, il y a vraiment la chose que quand les personnes s'engagent dans ce chemin-là, en général, de toute façon, en fait, il y a quelque chose qui se passe à un moment parce qu'on peut plus revenir en arrière quand on a réappris à s'écouter, à prendre soin de soi et à plus se laisser balloter à droite et à gauche par les sollicitations et les pressions extérieures, en fait. Il y a un geste que vous faites beaucoup depuis, voilà, c'est celui-ci. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre, voilà, de la stature. On parlait tout à l'heure encore du pouvoir. Hein. Le père Marc disait, pour commencer, voilà, il y a la notion de volonté quand même, dans l'idée de se réapproprier son emploi du temps. Voilà, c'est quelque chose en tout cas que... Ça demande beaucoup d'efforts, c'est très dur, ça prend beaucoup de temps, c'est une constante discipline en fait, de réapprendre à s'approprier son temps. Grégoire Kata, sur la décélération. Oui, encore une fois, à la fois je consonne bien à l'idée qu'on a besoin de décélérer à certains moments, bon, très bien. Je crois quand même que la question, elle est plus profonde que ça, quoi. Et cette question de relation au monde, c'est pas qu'une question de décélérer. Ça rejoint finalement un certain nombre de choses que vous avez dites. C'est à un certain moment, je peux être, dans faire beaucoup de choses ou dans faire des choses vite, et en même temps, je suis dans une relation où je suis en relation avec des gens, où je suis en relation avec des choses, et je les respecte. Puis à d'autres moments, c'est l'inverse, quoi.
par l'accélération, de fait, les choses se chosifient, quoi, et deviennent simplement manipulables. Moi, je dirais, je ne suis pas en contact suffisamment pour parler de ce qui se passe dans les entreprises, mais dans un domaine qui est un peu plus proche de moi, le rapport parce que j'ai travaillé au CERAS et puis en lien avec la revue Projet, on se pose souvent la question quel avenir pour des revues qui ont des longs articles, qu'est-ce qui lit ça, et on sait bien que de plus en plus, quel est le nombre de livres qu'on a commencé et qu'on n'a jamais fini, quoi. Mais on sait quand même à peu près le contenu, et puis sur Internet on récupère des bouts, oui, et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de reconnaître qu'il y a de la demande pour des choses plus longues, quoi. Les articles de journaux, à la fois on va avoir des articles très, très, très courts, et puis finalement vous avez des sites de journaux où les articles plus longs sont très lus, quoi. Voilà. Même des articles très longs où on disait mais non, ça ne marchera jamais, ça marche. Une revue comme la revue Projet, à un moment s'était dit on va la passer simplement en numérique, finalement on a gardé un côté papier, et parce qu'il y a une vraie... Voilà. Donc je suis assez d'accord pour dire qu'il y a des mouvements qui vont de ce côté-là. Mais alors moi ma question elle est, là on continue à parler entre nous, personnes qui avons un certain niveau d'études, tout ça, les possibilités de faire des choix et d'aller se dire oui, allez, je vais être beaucoup plus slow, quoi. Oui, mais il y a toute une catégorie, une large partie de la population qui n'a pas ce choix-là, en fait, parce qu'on est dans le système qui impose. Je pense à la mère de famille célibataire qui vit en faisant les ménages, elle travaille de 5 heures le matin à 7 heures à l'ouverture des bureaux, après elle a 5 heures où elle ne peut rien faire dans la journée, puis après elle fait la fermeture des bureaux. Voilà. Et toutes ces femmes-là, voilà, moi j'habite à Saint-Denis, dans une autre partie de la banlieue parisienne, je le vois bien, et les mamans qu'on rencontre à la paroisse, la meilleure chose qu'on puisse leur offrir, quoi, c'est un espace, et je crois que ça va dans le même mouvement, mais à un autre lieu, se dire est-ce qu'on est capable, nous, d'offrir un espace qui puisse être leur espace à elles, un temps, 3 heures, voilà, une retraite d'un samedi. Je l'ai fait avec des catéchistes récemment, et voilà, et c'est incroyable. Et je crois que la question de la réflexion, quoi, du temps et de l'accélération, elle doit aussi s'inscrire là-dedans, et en incluant ce qui a été mentionné avant aussi, c'est qu'il y a toute une partie de personnes, quoi, leur problème, c'est pas qu'elles ont trop de choses à faire, quoi, c'est qu'elles sont sans emploi, sans activité, et que ça ne permet pas de vivre et de s'épanouir, quoi. Donc voilà, mais elles sont aussi de cette manière-là parce que peut-être on est dans une société qui depuis 30 ans finalement fonctionne très bien, ça n'empêche pas les entreprises de faire plein de bénéfices, qu'il y ait 10-15% de chômeurs, quoi. Voilà. Donc les questions, elles sont à poser à ce niveau-là aussi. Donc le lien entre cette question du temps et la question de la solidarité, vous disiez tout à l'heure que tout est lié, c'est le cas effectivement. On va prendre le temps maintenant des questions, puisqu'il nous reste une bonne vingtaine de minutes pour vous entendre. Je pense que vous connaissez le principe, on va laisser le temps à nos interlocuteurs de répondre. Donc pour cela, ce que je propose, c'est que le micro circule et que, autant que possible, vous posiez des questions. Vous pouvez donner un avis, mais idéalement, voilà, posez des questions pour entendre nos invités. Merci à vous. Bonsoir. Je pense personnellement que pour arrêter de se focaliser sur le temps, ce qui peut être aussi intéressant, et ce que je n'ai pas beaucoup entendu ce soir, c'est de se poser la question de la valeur et de la valeur produite, notamment en entreprise. Et je pense que quand on se focalise sur la valeur plus que sur le temps, enfin le fait de se focaliser sur la valeur, ça rejoint un peu le sens, ça permet justement de casser cette spirale de temps finalement. Sur cette question-là, si vous voulez, Diane Tayeb. Pour moi, ça rejoint la notion de l'urgent et de l'important, c'est-à-dire que souvent on va être absorbé par des fausses urgences, et quand on se pose la question de finalement ce matin, est-ce que j'ai fait des choses importantes, on se rend compte que non. Et je rejoins ce que vous dites, c'est de se dire dans ce que je produis
dans ma matinée au travail, est-ce que ce que je suis en train de faire a vraiment de la valeur ou est-ce que je suis en train d'occuper mon temps en me faisant croire avec une espèce de besoin d'occuper son temps pour se sentir utile sans revenir à l'essentiel de quel est mon objectif, etc. Oui, je rejoins complètement ce que vous voulez dire. Moi, j'interrogerais simplement qu'est-ce qu'on entend par valeur, quoi. Est-ce que là, on est en train de penser à valeur parce que c'est marchandable, parce qu'on sait l'identifier. Il y a beaucoup de choses qui ont de la valeur et qu'on ne sait pas valoriser, quoi. Voilà. Donc, d'accord pour aller du côté de la valeur, mais en creusant, quoi. Vous voulez dire quelque chose, Étienne Klein? Non, je voulais juste citer cette phrase d'Edgar Morin. De la valeur des grandes vacances est née la vacance des grandes valeurs. Alors, le micro circule, mais comme on a beaucoup de lumière dans les... Bonsoir. Où êtes-vous? Là-haut. D'accord, très bien, merci, on vous voit. Tout là-haut. Professeur Klein, vous avez parlé de cette bulle cognitive et le fait qu'avec technologie et réseaux sociaux, on communique avec une instantanéité. Et vous avez tous parlé de ce manque de temps de réflexion. Et c'est comme si cette frénésie implique plutôt un rapport émotif et passionnel à chaque sujet. Et ce n'est plus la vérité qui compte, mais ma bulle cognitive. Donc, j'en déduis que l'accélération de notre communication humaine, on y a perdu la réflexion. On connecte plus, on communique moins, mais vous n'avez peut-être, je n'ai peut-être pas perçu quelle peut être la solution pour se réapproprier pas seulement mon temps, mais aussi ce lien humain et ce rapport à la vérité, parce que ça me fait peur, c'est triste comme éventualité, que chacun va vivre dans sa communauté conforme à lui, à ses idées. Voilà. Merci pour cette question, ça me fait peur aussi, je l'ai dit. En fait, j'ai écouté l'autre jour un sociologue qui avait fait une sorte d'enquête auprès d'un grand nombre de personnes pour savoir quels sont les critères qui leur font adhérer à une vérité ou à une information. Qu'est-ce qui font qu'ils considèrent qu'un énoncé qu'ils entendent ou qu'ils lisent leur paraît crédible. Il y avait 10 thèmes et il fallait dire lesquels étaient les plus importants dans le choix de chacun pour décider de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Et l'argumentation n'arrivait qu'en 4e position. 4e position. C'est-à-dire, ce qui vient en premier, c'est l'émotion, le ressenti, comme on dit, etc. Parce que argumenter, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et par exemple, on a tous beaucoup de connaissances scientifiques. On sait que la Terre est ronde, on sait que l'atome existe, on sait que l'univers est en expansion. Mais si on vous demandait, mais au fait, comment est-ce qu'on a su que la Terre était ronde? Dans l'histoire des idées. On a une ministre qui vient de déclarer que c'était Galilée qui avait démontré que la Terre était ronde. Donc Magellan est parti sur une Terre plate. Non, on sait que la Terre est ronde depuis très longtemps, mais comment on l'a su? Comment on l'a su avant de le voir par des photos de satellites? Il y a très peu de gens qui sont capables de dire. Autrement dit, nous avons une très mauvaise connaissance de nos connaissances. Et nous ne savons pas par quelles argumentations ces connaissances, au cours de l'histoire des idées, se sont émancipées des croyances. De sorte que nous traitons nos connaissances comme si elles étaient des croyances. On répète le truc, l'atome existe, parce qu'on l'a entendu dire. Mais comment est-ce qu'on a su qu'il existait? Mystère. Et donc on a un rapport, et je vous rejoins, avec la connaissance qui la fragilise, parce qu'elle n'est pas historicisée, elle n'est pas argumentée, et de sorte qu'on va considérer que les physiciens disent ceci ou cela, non pas parce qu'ils ont des raisons de le dire, mais parce qu'ils invoquent des arguments d'autorité. Ça, c'est quelque chose qui me semble gagner à une vitesse, pour le coup, vertigineuse, et qui fait que la crédibilité qu'on accorde à telle ou telle personne experte est fragilisée par le fait qu'on va pouvoir contester ce qu'il dit au nom d'un ressenti dont ce n'est pas très bien. Alors, il y a une histoire que je raconte souvent parce qu'elle m'a traumatisé. Je faisais un cours sur Einstein à Centrale, donc c'est quand même un décentralien, quoi. Donc je fais le calcul de la dilatation des durées quand on change de référentiel, et un jeune homme se lève et me dit devant tout le monde, monsieur, je ne suis pas d'accord avec Einstein. Je lui dis, moi j'étais content, je me dis, il va argumenter contre la théorie de la relativité, il va ressortir des arguments de points carrés, je ne sais pas. Et devant tout le monde, il dit, je ne crois pas à cette dilatation des durées parce que je ne la sens pas. Donc son ressenti et son narcissisme lui paraît suffisamment puissant
pour contester ce qu'un siècle d'objectivation a permis de valider. Et donc, imaginez que tout le monde fasse de la sorte. Comment est-ce qu'on va arriver à faire société si chacun peut invoquer son ressenti pour dire ce qui est vrai? Vous vouliez ajouter quelque chose? Alors, pour votre information, j'ai fondé une collection qui va commencer au mois de février qui s'appelle « Comment a-t-on su ?» Pardon? Comment a-t-on su? Comment a-t-on su? Et le premier tome, c'est « Comment a-t-on su que la Terre est ronde ?» On va l'envoyer à la ministre. Alors, autre question. Je ne vous vois pas. Nous avons parlé presque exclusivement du temps qui nous manque, du temps qui passe trop vite, de nos occupations qui nous mangent la vie. Mais M. Klein l'a un petit peu effleuré. Il y a une autre forme, une autre expérience qui est plus rare, heureusement d'ailleurs, c'est le temps qui ne passe pas, le temps du malade gravement malade, du vieillard isolé, du prisonnier. Et ça peut être une expérience terrible. Songeons à grand PDG, là, voilà la situation dans laquelle il est tombé en ce moment, comment il peut vivre ça? Alors, nous ne sommes pas dans sa situation, mais je crois que chacun d'entre nous peut être dans une situation à un moment ou un autre proche. Donc ce temps qui ne passe pas, qui est une espèce de mur, est-ce qu'on peut se le réapproprier ou le franchir? Ça rejoint une réflexion qui a été faite tout à l'heure sur la possibilité de s'ennuyer et la nécessité de s'ennuyer. Je ne sais pas si je trahis votre question, mais en tout cas, ça fait écho en tout cas à ce qui a été dit tout à l'heure. Peut-être que là-dessus, ça demande un complément. Non, je pense que ça me laisse songeur. C'est vrai que il y a cette expérience, cette autre expérience du temps, mais pour moi le défi est toujours le même. Il est quand même qu'on soit dans l'accélération ou dans ce temps qui est trop long. Il y a quelque chose qui a habité du côté de l'unification quoi, intérieure, et puis d'un certain rapport quoi, avec l'extérieur. Et clairement, c'est le défi finalement de la vie humaine où finalement cette illusion de pouvoir être en totale maîtrise de toute sa vie, quoi, c'est bien une illusion. Quoi. Voilà. Et je pense que c'est là la question qui est posée. Alors c'est peut-être plus facile de s'illusionner qu'on est en contrôle de sa vie humaine quand tout va très vite, parce qu'en même temps on ne contrôle pas, mais on se dit mais oui, mais si j'étais meilleur je réussirais à contrôler. Le jour où tout s'arrête, parce que là on est bien forcé de reconnaître non, là je suis vraiment pas en contrôle de ça. Voilà. Après, le défi qui reste, c'est donner du sens à ça, mais finalement, ça nous replace au cœur de notre humanité. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas donné la vie à nous-mêmes et on n'est pas capable de maintenir cette vie en nous-mêmes. Les personnes dont parle monsieur, qui sont en fait très nombreuses, il y a les malades, mais pas que, on ne va pas faire la liste, mais c'est énormément de gens. Simplement, le rythme de la société est donné par ce qui bouge. Il y a des espèces animales, je ne sais plus les noms, qui ne voient que ce qui bouge. Il y a aussi une maladie neurologique assez rare où les personnes atteintes par cette maladie ne voient que les choses qui bougent. Et en fait, on est un peu comme ça. Le rythme qu'on accorde à la société vient de ce qu'on y voit bouger. Et ce qui ne bouge pas est invisible. Mais je pense que ça fait entre les malades, les prisonniers, les chômeurs, les personnes âgées qui sont entravées dans leur mouvement et toutes sortes de gens invisibles, ça fait une proportion énorme dans la société. Et le problème ou les difficultés que ces gens vivent sont au moins aussi graves que celles des personnes en suractivité. Merci pour tout ce que vous nous partagez. Il y a une interrogation qui monte doucement en moi. Et si ce problème qu'on a avec le temps était, au fond, aussi un problème qu'on a avec les autres? Je suis frappé de voir quand vous dites ceux pour qui le temps est long et qu'on est capable d'ignorer, ceux qui ne bougent pas et qu'on ne voit pas dans la rue, même quand ils nous interpellent. Je pense à ces gens qu'on croise dans un ascenseur qui nous disent comment ça va et où la réponse ne peut être que de pure forme.
pour éviter d'avoir à perdre du temps, à votre expression. Au fond, on n'a pas le temps, on choisit de consacrer le temps aux autres. Est-ce que, plutôt que de parler d'accélération de technologie, au fond, il n'y a pas une isolation des individus? Et ce temps est la façon habile de nous déculpabiliser de notre incapacité à choisir la relation et de se confronter à un truc qui gratte l'autre, y compris quand il ne va pas. Ce qui est un comble à l'heure où les réseaux sociaux font florès. Grégoire Catta. Je consonne tout à fait à ça. Évidemment, le tout est lié. Voilà, vous êtes un certain nombre à l'avoir réentendu. J'ajouterais que pour moi, c'est pas simplement la relation aux autres. Il y a certainement la relation entre êtres humains, mais en fait, c'est la relation aussi au monde extérieur, quoi. Il y a un certain rapport au monde minéral, au monde végétal, au monde animal, qui aussi est faussé, quoi, quand on est simplement dans l'utilisation, la maîtrise. Et donc, je dirais, on a beaucoup, certainement que cette relation au temps, elle est révélatrice de ces liens qui se sont rompus, ou de cette distanciation, cette instrumentalisation, quoi, de l'individu vis-à-vis de tout ce qui lui est extérieur, quoi. Vous voulez dire, par exemple, que par rapport à la nature, le temps des individus n'est évidemment pas le même que celui de la nature, d'où les problématiques écologiques. C'est évident, l'expérience qu'on fait dans nos petites oasis, une fois par an, parce que je vais passer une semaine à faire de la randonnée en montagne, ou que je vais aller marcher un peu dans la neige. On prend une grande respiration, puis après on revient dans le rythme de la ville, et en même temps on sent, en fait, il y a quelque chose qui se passe là qui devrait être aussi vrai dans le reste de la vie. Et on voit bien que ça, c'est quand même retrouver ce sens-là. Alors, si on le parle de manière plus spirituelle, c'est être capable de revenir à une dimension plus contemplative, quoi, de la vie, qui nie pas l'action, mais on peut être contemplatif dans l'action. On peut être, pardon, là, c'est important. Là. On peut être contemplatif dans l'action. Contemplatif dans l'action. Alors, allez-y, parce que là. Oui, et la tradition spirituelle de laquelle je viens, des jésuites, on dit beaucoup ça, mais simplement que la contemplation, c'est pas la passivité, mais c'est aussi un rapport, quoi, au monde, une capacité de rencontrer dans le monde, pour nous les croyants, de dire Dieu s'y dit, quoi, dans ce monde-là, mais c'est finalement d'entendre qu'il se dit quelque chose, quoi. Et donc, pour revenir, pour moi, le défi, c'est vrai qu'on peut dire le problème du temps, et c'est pour ça que je trouve intéressant que le pape François ait placé cette question du temps presque au tout début, quoi, de son constat de qu'est-ce qui se passe dans le monde. Là, il parle de la rapidation, là, c'est cette espèce de mot qui, même pour les Espagnols, ils savent pas, pourquoi le pape a maintenu ce mot-là qui est pas vraiment correct, qui est une forme de néologisme, en tout cas, c'est peut-être une manière de parler plus argentine. Mais je crois qu'il touche du doigt, quoi, c'est de dire tous les constats qu'il va faire après, quoi. La question du temps est centrale, peut-être qu'en fait, parce qu'elle est révélatrice de ce qu'il va dire après, qu'il faut reprendre conscience que tout est lié, quoi. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Je voulais quand même remettre dans la discussion le problème des pressions économiques auxquelles on est subi, et en particulier les entreprises. On a entendu très souvent le discours le français est plus cher, mais il est beaucoup plus productif. Et la productivité, justement, quel est le coût de la productivité du français par rapport à d'autres gens qui sont supposément compétitifs? C'est justement le fait qu'ils courent et qu'ils n'ont pas le temps pour eux, quoi. Et donc ça, c'est une pression économique dont on ne peut pas faire abstraction. Aujourd'hui, ce soir, on a pris le temps de réfléchir, mais quelque part, il ne faut pas oublier qu'il y a plein d'Asiatiques qui demandent du boulot, etc. On est tous en compétition internationale avec des gens qui sont beaucoup moins chers que nous. Et ça, forcément, ça pèse sur notre activité, sur les rythmes qui sont imposés dans les entreprises. C'est une question importante, on ne peut pas faire abstraction. On a essayé d'en parler tout à l'heure, mais on ne peut pas faire abstraction de la mondialisation et du contexte de concurrence qui est celui du XXIe siècle. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose là-dessus, mais en tout cas, ce point est important. Grégoire Catta, non ? Oui, non, c'est simplement ça.
je consonne bien ça. Enfin, ça nous renvoie toujours à ce que j'ai essayé de dire plusieurs fois, c'est que je crois qu'il y a quelque chose qui est fondamental. C'est-à-dire qu'il y a la dimension individuelle, quoi, mais il y a une dimension collective et de système. Voilà, il ne faut pas espérer pouvoir simplement... On a besoin des conversions personnelles, quoi, mais on a besoin aussi de changer le système. Alors, le pape François, dans Laudato Si, il parle de révolution culturelle. À d'autres moments, on parle de changement structurel. Donnez les noms que vous voulez, quoi, mais il faut bien avoir les deux, quoi. Voilà. Deux petites questions pour terminer. Il y en a une voilà, au premier rang, puis une... voilà. On vous donnera la parole après, monsieur. Merci. Oui, juste une remarque sur le thème même de notre exposé, comment se réapproprier le temps. Malheureusement, au cours du siècle dernier, un certain nombre d'idéologies ont voulu s'approprier le temps. Les nazis promettaient un Reich qui allait durer 1000 ans. C'était quelque chose tout de même. L'homo soviéticus que nous avaient promis les soviets de l'époque ne promettait même pas 1000 ans, elle promettait l'éternité, un nouvel homme soviétique. Bon. Même les églises, dans certains cas. La rédemption par la souffrance qui a eu fleuri pendant quelques tendances de l'Église, a aussi joué cette carte, à savoir, vous souffrez maintenant, c'est très bien, vous aurez le bonheur éternel dans l'autre. Alors, c'est une manière un peu tordue, si je puis m'exprimer, de se réapproprier le temps. Les gens ont voulu s'accaparer le temps et en faire leur chose. Cette question n'est pas parfois, effectivement, cette question du temps, il y a toujours un risque, effectivement, de perversité, de perversion, que vous avez souligné. Monsieur, je ne sais pas si ça appelle un commentaire de votre part, peut-être une dernière question. J'avais vu monsieur, voilà. Un jour où j'avais un peu de temps devant moi, j'ai calculé le temps de libre qu'un jeune homme né en 1905 avait gagné tout au long de ces années par les congés payés, par la réduction du temps de travail, par l'augmentation des temps de repos. Et j'ai trouvé que ça faisait 16 ans. 16 Il ans. avait gagné 16 ans de travail. Deuxième observation, en 81, on a décidé que le temps de travail moyen légal payé était de 151h65. Donc vous êtes payé, vous les physiciens dans le laboratoire, comme vous le jésuite, vous êtes payé sur la base de 151h65. Ma question est simple, c'est calculer l'âge de la retraite. Ce qui veut dire qu'on additionne des choses qui n'ont pas grand-chose à voir. Alors, on n'y répondra pas ce soir, monsieur. Je pense qu'il est temps, précisément, de s'arrêter. Non sans vous avoir remercié.